Radio Jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité magistrat, homme politique français, chroniqueur sur la chaîne CNews, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la justice, la sécurité, la presse et le phénomène sectaire. Georges Fenech vient nous voir pour son deuxième roman intime intitulé Hermine, sorti aux éditions Guitre et Daniel. L'occasion bien évidemment de découvrir notre invité en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Georges Fenech. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. On va parler longuement de ce roman Hermine où on discutait tout à l'heure. Je vous disais jusqu'où ce livre est-il romancé. On va essayer d'y aller ensemble. Cette émission a tout de même un ADN bien particulier. Tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Pour ce faire, je vous demanderai 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? 3 mots pour me décrire. Combattant. Combattant. Libre. Et je dirais, le 3e mot pour me décrire, l'amour. On va voir si ça colle avec vous, l'amour, tout au long de cette émission. Je connais déjà la réponse, moi, Georges Fenech. Mais alors, on démarre par le début, toujours le début. Georges Fenech, vous êtes né un 26 octobre dans les années 50 à Sousse, en Tunisie. Dans votre ouvrage Hermine, vous nous faites revivre une émotion, celle de l'adieu à votre terre natale que vous quittez un matin de février 1963 depuis le port de la Goulette. Racontez-nous ce souvenir. Alors, c'est un des rares souvenirs qui est resté très très ancré dans ma mémoire. Comme si à cet âge-là, j'avais eu conscience que tout basculait et qu'il fallait que je l'inscrive dans ma mémoire pour ne pas l'oublier. Vous avez 8 ans. J'avais 8 ans. Et je revois mon père rentrer dans ma classe d'école. C'est toujours un moment impressionnant de dire que vient faire mon père en plein cours. Et qui me dit « Embrasse ta maîtresse ». Là, j'ai compris qu'on partait, quoi. Elle m'a embrassé, effectivement. Elle m'a dit quelques mots chaleureux. Et on est sorti de l'école. Il y avait un taxi. J'ai vu que ma mère était dedans avec ma petite sœur sur les bras qui avait 9 mois. Mon autre sœur cadette qui avait 4 ans. Et le taxi a filé tout droit, sans s'arrêter, depuis Sousse, où nous habitions, jusqu'à Tunis, la Goulette, le bateau et le grand départ. Et j'ai fixé dans ma mémoire ce moment très particulier où le bateau quitte le quai. Et je dis dans ce livre, j'ai eu l'impression que c'était le quai qui s'éloignait. En fait, c'était bien notre bateau qui partait pour un aller sans retour, brutalement, sans prévenir, sans s'y attendre. Et ça a été un arrachement, effectivement, très douloureux, que de quitter sa terre natale. Voilà. On est dans un contexte particulier. On parle beaucoup de l'Algérie, beaucoup moins de la Tunisie. Dans quel contexte vos parents décident de partir? Pour faire quoi? Mais ils n'ont pas décidé de partir. On a été, faut le dire, on a été chassés. On parle toujours que de l'Algérie, mais on oublie la Tunisie. Il y a eu des combats meurtriers à Bizerte. Il y a eu des milliers de morts. Il y a eu l'indépendance aussi qui a été prise par Bourguiba. Et puis il y avait nous tous qui vivions là-bas depuis plusieurs générations. Qui n'étions pas, comme on dit, des colons, mais des gens qui vivaient du travail, du fruit de leur travail. Et mes parents avaient une exploitation agricole d'huile d'olive avec une usine, ils fabriquaient de l'huile. Et ça, c'est des images qui sont très ancrées dans ma mémoire d'enfant aussi, du chameau qui tournait autour du pressoir. Et donc, quand il y a eu la déclaration d'indépendance, il y a eu ensuite une nationalisation des biens de ceux qui n'étaient pas tunisiens. Donc il y avait, ma famille n'était pas tunisienne, ma mère était d'origine italienne, mon père maltais, on était français. Et donc, on a été chassés véritablement de notre maison, de nos terres, et nous étions comme ce million de pieds noirs, surtout d'Algérie. On est partis avec 2 valises, quoi. Quand on dit pieds noirs, ça résonne comment en vous, Georges Fenech? Pieds noirs, ça résonne l'accent de mon père, les disques qu'on écoutait en boucle sur un pick-up. J'ai quitté mon pays, d'Enrico Macias.
On écoutait aussi Edith Piaf, je me rappelle. Pieds Noirs, c'est l'accent, c'est la culture, c'est la cuisine qu'on avait apportée. C'était ce qui nous différenciait des Français de métropole. Voilà, et je veux dire que c'était pas facile à assumer cette double héritage, je dirais. Hein. C'est quand on est gosse, c'est pas facile à assumer. Avec vos parents, vos 2 sœurs, vous allez alors vous installer en France. Vous allez d'abord atterrir à Marseille. Vous êtes logés dans une pièce pendant quelques mois, 6 mois, avant de rejoindre la région lyonnaise. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu au regard de tout ce qu'on vient de se dire, et dans quel cadre vous avez grandi? Alors, d'abord, j'ai eu la chance d'avoir des parents très aimants, très protecteurs, qui ont veillé sur notre bien-être, même si nous étions modestes. Mon père a réussi tout de même à ouvrir un petit commerce, un petit café-restaurant à Givors, dans la ville où je deviendrai un jour député, d'ailleurs. C'est le clin d'œil de l'histoire. Et donc, j'ai le souvenir d'une mère aimante, d'un père aimant, très soucieux de notre réussite scolaire. Mais en même temps, il fallait faire sa place, quoi. Parce que faut dire les choses comme elles sont. Il y avait une sorte d'ostracisme contre les pieds noirs, voilà, c'est ces gens qui parlent fort, qui ont un accent, etc. Donc on n'a pas eu un accueil, je dirais, c'était pas un accueil chaleureux. Hein. D'ailleurs, voilà, ils ont vécu là-bas, c'était des colons. On n'était pas vraiment les bienvenus au fond. Ouais. Et donc quand on est gamin comme ça, on le sent tout de suite ça. Et on veut surtout que ça ne transpire pas. Moi, quand j'invitais mes copains à la maison, mon père, il avait un fort accent pied noir. Hein. Il était aussi basané comme moi, un petit peu. Et donc, voilà. Donc, cette différenciation qu'à l'époque, je vivais comme presque un complexe, et qui, en réalité, aujourd'hui, je me rends compte que c'était une richesse incroyable. D'avoir cette double culture, ces origines multiples, voilà. Et que mes enfants aujourd'hui, et même mes petits-enfants, mais mes enfants, je dirais, essaye aussi de comprendre et de savoir comment j'ai vécu tout ça à l'époque. C'est aussi un peu pour eux que j'ai écrit tout ça. Ça fait de vous quel genre de petit Georges? Quel genre de petit Georges? Bon, j'étais un bon élève, toujours été un bon élève, j'aimais bien l'école. J'étais aussi un peu indiscipliné. Il m'est arrivé une fois d'ailleurs d'être remercié, pour ne pas dire autre chose, d'un collège. Hein. J'étais un peu turbulent. Voilà, c'est ça. Mon père m'avait mis dans un pensionnat pour que je sois bien éduqué. Il a eu raison d'ailleurs. Non, j'étais un élève voilà, avec des bons résultats. J'avais mes petits copains comme tout le monde. Et puis j'aimais beaucoup ma grand-mère, qui était elle originaire de Ferryville, dans Tunisie. Devenue Bourguiba depuis. Et qui est devenue Menzel Bourguiba, hein, la ville de Bourguiba, après l'indépendance, et qui restera pour moi toujours Ferryville et toujours la ville de ma grand-mère. Et donc j'avais aussi son amour incommensurable, et que je fais revivre dans ce roman parce qu'elle était tellement importante pour moi, elle était tellement généreuse, elle était une forte personnalité, elle avait ce don de voyance aussi. Elle me parlait souvent de Padre Pio, qui était sa référence première, et qui a terminé sa vie à Florence. Parce que, vous savez, à l'époque de la décolonisation, les Italiens sont rentrés en Italie, les Français sont rentrés en France. Donc, comme ma grand-mère était italienne, je me suis retrouvé séparé d'elle. Et à chaque vacances, je prenais le train et j'allais la voir à Florence, quoi. Georges Fenech, vous allez faire vos études, obtenir un bac, une maîtrise de droit avant d'être admis à l'École nationale de la magistrature. Ce choix de carrière, vous allez le faire alors que vous n'avez que 13-14 ans, en classe de 4e, et que vous êtes victime d'une injustice à l'internat où vous résidez. C'est sans doute de là où vous vous dites « je veux une sorte de revanche avec la vie ». Oui, bon, il faut relativiser. Hein. Il y en a qui ont beaucoup plus souffert que nous, hein, de ce déracinement. Mais oui, j'ai vécu une injustice, et les injustices quand on est enfant comme ça, j'avais 14 ans, même pas, j'avais 12-13 ans, j'étais en classe de 4e, ça marque. Et je pense que ça m'a marqué vraiment, et ça va imprimer pour tout le reste de ma carrière professionnelle, surtout quand je deviendrai magistrat. Ce qui va se passer, c'est que tout départ, cela démarre par le français, avec une professeure de français. Grosso modo, où quelqu'un prend votre place, vous êtes premier,
Et c'est le second qui prend votre place parce qu'il est français. Oui, c'était le dernier jour de l'école, donc la remise des prix dans la cour d'honneur. Et le professeur appelle ceux qui ont eu les premiers prix, le prix d'excellence, etc. Et moi, j'attendais. Je voulais faire la surprise à ma mère, qui m'avait accompagné ce jour-là. Il y avait les parents qui étaient présents, bien sûr. Je ne lui avais rien dit, heureusement. Et lorsqu'arrive le tour de ma classe, le français, j'attendais d'être appelé, puisqu'il se trouvait qu'à l'époque, on faisait des compositions et j'étais premier de la classe. Et j'aimais bien les compositions en français, les rédactions. Et là, ça a été le monde qui s'effondrait quand on a appelé le deuxième de ma classe. C'était un lycée très traditionnel, très catholique, très traditionnel. Et je ne vais même pas citer le nom de j'ai en mémoire le nom de ce petit camarade qui était pour rien. Lui, il a été appelé, et voilà. Et j'ai compris que, voilà, on ne pouvait pas remettre le premier prix de français dans ce lycée pour un petit pied noir qui arrivait de sa contrée. Et ça, je l'ai vécu comme... Et puis, la professeure. La professeure, ou comme une sorte de compensation, va vous demander de choisir un livre. Et vous choisissez les découvertes de Magellan pour mieux comprendre le monde malgré les obstacles. C'est ce que vous dites dans votre ouvrage. Oui. Elle m'a fait signe d'un petit regard de la suivre. Je me suis écarté du groupe. Elle m'a amené, nous étions tous les deux dans la bibliothèque. Elle a ouvert les armoires. Elle a dit « Choisis ce que tu veux ». Et là, j'ai vu ce beau livre bleu, les découvertes de Magellan, et c'est ce que j'ai pris. Sans doute pour imaginer que je voyagerai plus tard dans le monde. À 26 ans, Georges Fenech, vous débutez votre carrière au tribunal de grande instance de Vienne avant de devenir juge d'instruction à Lyon, après avoir traversé une adolescence où la vie était simple, les rêves étaient grands et les horizons infinis. Votre questionnement était de savoir si vous alliez changer le monde. Et vous allez, très vite, être confronté à un combat entre finalement les élus et la magistrature alors que vous êtes affilié au pôle financier. Oui, il se trouve que effectivement, j'étais juge d'instruction à Lyon et par le hasard d'une enquête, on a ouvert, je dirais, la boîte de Pandore. J'ai ouvert la boîte de Pandore puisque nous découvrons un système de financement occulte d'un parti politique à Lyon à l'époque et qui sera la toute première affaire de financement occulte de parti. Alors je vous dis pas, ça a été le branle-bas de combat. On m'a dessaisi de l'affaire parce qu'on avait peur que j'aille voir ailleurs aussi. Ça a donné lieu à la première loi d'amnistie. Je me souviens, Lionel Jospin qui était monté à la tribune de l'Assemblée pour se plaindre qu'on s'en prenait à des socialistes à l'époque, etc. Et donc j'ai vécu ça, j'ai compris que là il y avait un vrai combat et que la justice n'était pas indépendante, qu'il fallait affirmer notre indépendance. Et donc j'ai mené un combat à la suite de cela, effectivement, pour que les juges relèvent la tête et ne soient plus soumis à un pouvoir exécutif. Mais Georges Fenech, vous comprenez que vous êtes tenu et que ceux qui ont voulu faire du zèle avant vous quelque part ou s'émanciper de finalement ce pouvoir et faire régner une justice juste ne sont plus. Il y a quand même eu toute cette période qui a suivi l'affaire dont je vous parle. Il y a eu l'affaire Urbain, il y a eu les grandes affaires où on a vu effectivement des hommes politiques devoir rendre des comptes. Donc ça avait quand même fonctionné. Là où je ne me reconnais plus aujourd'hui, dans ce qui se passe, c'est qu'il y a une tentation justicière, je dirais. Des juges, vous voyez, qui interviennent en pleine élection présidentielle, de manière très zélée, etc., et qui influent sur la démocratie. Et je dis, attention, on ne peut pas passer, c'est bien qu'on ait conquis vraiment de haute lutte notre indépendance, mais il ne faut pas non plus tomber dans une autre dérive qui serait une république des juges. Mitterrand avait dit, méfiez-vous des juges, ils ont tué la monarchie, ils tueront la République. Donc il faut que les juges restent ce qu'ils sont, la bouche de la loi, comme disait Montesquieu, qu'ils appliquent la loi en toute indépendance, mais en toute neutralité, qu'ils ne se servent pas de leur fonction à des fins idéologiques. C'est une question un peu touchy que je vais vous poser, Georges Fenech. On a tendance à penser que chaque politique a ce qu'on appelle une casserole. Et que ces casseroles sont tenues par d'autres politiques. Est-ce que vous pensez que parfois, il peut y avoir une alliance entre la justice et les politiques ? J'espère que non. J'espère que non. Vous savez, l'honneur de la fonction de juger, c'est d'appliquer la loi en toute impartialité. À partir du moment où vous utilisez vos fonctions
comme un instrument de combat, vous ne respectez pas d'abord votre serment d'être impartial, et vous portez une atteinte grave à la séparation des pouvoirs et à la notion même de justice. Est-ce que des juges se sont alliés avec des politiques ? Peut-être bien. Peut-être bien. Peut-être bien. Peut-être qu'il y a eu des instrumentalisations en ce sens. C'est possible. Aujourd'hui, Georges Fenech, je sais que vous rêvez simplement d'une justice à la hauteur des défis de notre époque. On pourrait parler très longtemps de politique ensemble, mais je dois migrer sur votre ouvrage. J'espère qu'on va y venir dans un instant. L'occasion de dire que vous êtes venu nous voir pour un ouvrage aujourd'hui qui porte le nom d'un amour, de rappeler que vous êtes le dernier compagnon de la princesse Hermine de Clermont-Tonnerre, victime d'un accident de moto qui l'a plongée dans un coma avant qu'elle ne succombe à ses blessures un mois plus tard. C'était il y a 5 ans. Et dans cet ouvrage, on sent, Georges Fenech, que l'amour, qui n'a duré que quelques mois, le temps d'un confinement, a été extrêmement puissant. C'était une personnalité hors norme, Hermine de Clermont-Tonnerre. Elle était la personnification de la vie qu'elle mordait à pleines dents. Elle était d'une générosité. Elle était une princesse, je dirais, rock'n'roll, quelque part. C'est-à-dire qu'elle n'était pas dans ce moule des grandes familles nobiliaires françaises. Elle était un petit peu, d'ailleurs, excentrique par rapport à son histoire personnelle. Quand je dis excentrique, c'est-à-dire elle ne respectait pas certains canons. Elle faisait des émissions de télé-réalité, on s'en souvient, La Ferme des célébrités notamment. Voilà, elle avait une joie de vivre exceptionnelle, une générosité. Elle était très, très soucieuse. Je me souviens, par exemple, des petits boulebots à Montmartre, des enfants orphelins dont elle s'occupait. Voilà, donc j'ai vécu 6 mois très intenses, très compliqués parce que nous étions en pleine période de confinement. Et le jour même où enfin la liberté nous était offerte, parce qu'on avait plein de projets à réaliser, nous allons fêter ce déconfinement ensemble avec une dizaine d'amis, des musiciens, des guitaristes. Nous avons passé toute la journée dans la vallée de la Chevreuse. Et c'est là que le drame s'est produit. C'est-à-dire le premier jour de liberté qui devait nous ouvrir les portes d'une vie ensemble, pleine de promesses. Ça s'est arrêté brutalement. Georges Fenech, vous avez parlé de médium tout à l'heure en parlant de votre grand-mère. En lisant votre ouvrage, on sent que dans cette histoire d'amour, il y a des signes avant-coureurs, des signes qui surplombent cette histoire de votre côté, comme du sien. Vous allez d'ailleurs tous les deux consulter des voyants. Il y aura des signes, romancés ou pas, en tout cas, tout naît de quelque chose dans ce que vous nous racontez là. Je dirais que la spiritualité a peut-être aussi ponctué votre relation avec des choses très fortes. La présence d'une plume, peut-être, qui a existé, vous allez nous le dire. Elle a existé, la plume. Nous étions, la plume, le symbole d'un message qui vient d'ailleurs. Et ça, je m'en souviens très bien. Nous étions au cimetière de Montmartre, l'un et l'autre, un peu en infraction d'ailleurs, comme toujours. On ne respectait pas trop avec elle, on ne se laissait pas conduire, dicter notre conduite. Il y avait toutes les règles de confinement, mais on les enfreignait ensemble pour aller à Montmartre. C'était vraiment la reine de Montmartre. Et un jour, elle me demande d'aller fleurir avec elle la tombe de Michel Galabru, le comédien, qu'elle connaissait très bien, puisqu'elle est très amie avec Emmanuelle, sa fille, dont je deviendrai l'ami également. Et nous sommes allés déposer une plante sur la tombe de Michel Galabru, une prière. Et à ce moment-là, il y a une vieille dame qui nous est apparue derrière nous. Ça m'a beaucoup troublé. Elle l'a regardée et puis elle a ramassé une plume qu'elle nous a remise. Ça, c'est vrai. Alors après, il y a une interprétation que chacun peut se faire. Hein. Bien sûr. Moi, j'y ai vu effectivement un signe incroyable parce que la plume, on la retrouvera à nouveau. Et c'est resté. Et je vais même vous dire, pendant que j'écrivais ce livre, un matin, dans mon salon, il y a une plume incroyable, une plume qui a dû rentrer par une fenêtre, je ne sais pas, qui était là. Alors, après, on peut croire à toutes ces choses. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup bouleversé. Et en tout cas, vous croyez, Georges Fenech ? Moi, je crois. D'abord, je suis croyant. Je suis croyant en Dieu et je suis aussi croyant dans une vie après la mort. Voilà. Et je pense que l'esprit ne meurt pas. Et souvenez-vous, j'ai cité, vous voyez, j'ai fait référence, j'ai cité Mitterrand.
Et Victor Hugo ? Le reciter à nouveau, Victor Hugo, mais je voudrais reciter Mitterrand. Souvenez-vous, lors de son dernier message de vœux de bonne année, quand il quitte ses fonctions, il s'adresse aux Français en terminant en disant « Je ne serai pas là pour les prochains vœux, mais de là où je serai, je veillerai sur vous, car je crois aux forces de l'esprit. » C'était saisissant de la part du président de la République. Bien évidemment, et cela laissait entendre ce à quoi il croyait, lui, François Mitterrand. Deux choses. Je vous demandais tout à l'heure s'il y avait des signes avant-coureurs. Vous m'avez confié avant cette émission que tous les mots écrits et les poèmes de Hermine de Clermont-Tonnerre étaient réels. Il y en a un, précisément, qui m'a laissé un peu bouche bée parce que vous êtes ensemble. Et elle vous laisse un mot, un petit mot au coin de votre oreiller. Elle vous dit « Bonjour mon amour, oh merci pour cette nuit inoubliable, je resterai pour l'éternité votre ange pétillant, votre trésor qui vous appartient de la racine des cheveux jusqu'au bout des pieds, pour toujours, love you forever, Kiss tendre. » Vous voyez, vous me rappelez ce poème, j'en ai la chair de poule, parce que c'était le sien, et parce que nous avons toujours échangé par poème, toujours. Et nous sommes toujours, vous voyez, naturellement. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Et donc, les poèmes que j'ai voulu aussi, c'est ça, j'ai voulu faire partager un peu pour tous ceux qui l'ont aimé, ces derniers instants qu'elle a vécu, je dirais, en plein bonheur, que nous avons vécu en plein bonheur ensemble. Et donc, ce petit poème, oui, c'est elle qui me l'a écrit après, bon, je vais être un peu moins pudique, après notre première nuit ensemble. C'était le lendemain. Voilà, elle m'avait écrit ce poème. Georges Fenech, est-ce que vous croyez toujours au mektoub, au mazal ou au vrai, seul et unique amour? Moi, aujourd'hui, j'ai reconstruit ma vie. Donc, je suis heureux aujourd'hui. Mais je suis en même temps heureux de pouvoir faire partager ce qui ne s'effacera jamais. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne reconstruit pas une vie. Et je crois que la personne qui nous a aimés se réjouirait, j'en suis sûr. Et je pense que quelque part, elle y est peut-être pour quelque chose. De savoir que le bonheur et la vie continuent, voyez-vous. Donc ce mektoub, oui, j'y crois, c'était écrit, moi j'y crois fortement, comme Einstein le croyait d'ailleurs, on croit à la destinée. Je me suis posé deux questions. Est-ce que finalement, elle savait ce qui l'attendait, elle qui avait consulté, même si les voyants ne disent pas toujours tout, d'une part, et d'autre part, est-ce que vous, peut-être vous dites aujourd'hui qu'elle était une passerelle? Ça c'est une question très forte que vous me posez. Je me la suis jamais posée, au fond, cette question. Qu'est-ce qu'elle était une passerelle? La seule chose que je me souviens vraiment, c'était son visage. D'ailleurs, il y a une photo. C'est la dernière photo d'Hermine, qui n'a pas été prise par moi, mais par une amie très proche, qui me l'a montrée après. Elle me dit, regarde cette photo. C'était la dernière. On la voit avec un chapeau pliable, chapeau de paille. Elle a les mains jointes, et elle regarde le ciel. Et notre amie commune lui a demandé « Mais où tu es là ?» Et elle n'a pas répondu. Et vous avez... Donc il y a une espèce... Je me suis dit « Mais c'est pas possible, quoi. » Quand vous me parlez de passerelle, je dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez rencontré une Marie. Parce que j'ai rencontré ensuite une Marie. On va continuer à parler avec vous dans cette émission, Georges Fenech, de votre roman Hermine, sorti aux éditions Guitry et Daniel. Dans un instant, on poursuit cette émission également avec la chronique théâtre de David Schweger, l'édito de Madar et le portrait de notre invité. Restez avec nous, c'est le rappel des titres sur Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30, passé d'une minute sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch.
Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Le Hamas affirme respecter le cessez-le-feu au Liban. Le représentant du groupe terroriste sur place, Ahmed Abdelhadi, déclare que le Hamas est pleinement engagé dans le respect de l'accord de trêve et que sa direction en a informé les autorités libanaises. Tsahal a mené une trentaine de frappes contre le Hezbollah dans le sud du Liban ce matin. Des installations centrales du groupe chiite ont été détruites selon Sky News. Le président chinois est reçu au Kremlin à la veille des célébrations du 9 mai. Célébration russe en hommage à la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie il y a 80 ans. Xi Jinping a donc affirmé son soutien à la Russie face à l'Occident hégémonique. L'Ukraine accuse par ailleurs Moscou d'avoir violé dans la nuit la trêve de 3 jours ordonnée par Vladimir Poutine dans le cadre de ses commémorations. Fumée noire toujours autour de la nomination du nouveau pape. Elle s'est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine en fin de matinée au deuxième jour du conclave. C'est signe que les 2 tours de vote des cardinaux n'ont pas permis d'élire un nouveau souverain pontife. Les concertations pour trouver un successeur au pape François se poursuivent donc. Bruxelles hausse le ton. L'Union européenne menace de taxer pour 95 milliards d'euros d'importations américaines en cas d'échec des négociations. Négociations pour mettre fin aux droits de douane de Donald Trump sur les produits européens. En parallèle, l'Union européenne va saisir l'Organisation mondiale du commerce contre les surtaxes américaines. En France, enfin, en marge des célébrations de la qualification du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions, 47 personnes ont été interpellées. Les autorités ont également recensé 4 véhicules dégradés. Pour rappel, le PSG a battu Arsenal 2-1 hier soir au Parc des Princes. Merci beaucoup Etanit Belaïch, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on poursuit notre émission avec Georges Fenech et mes chroniqueurs sur Radio J. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur. Le 9-10, Léa Moscona. À demain. Radio J. Jacques Fredge, directeur du Mémorial de la Shoah. 80 ans après la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, nous sommes confrontés à une vague sans précédent d'antisémitisme, de désinformation et de tentatives d'instrumentalisation de l'histoire de la Shoah. Pour développer ces actions pédagogiques et transmettre à toujours plus de jeunes des connaissances historiques sur la Shoah, pour déconstruire les préjugés, pour redonner un sens aux mots contre la haine en ligne, pour former les enseignants, le Mémorial a besoin de votre soutien. 75% de votre don est déductible de votre IFI. Faites un don. Mémorialdelashoah.org. Merci. Éric Gozlan, directeur du Pôle Enfance de Lozé. Lozé est engagé depuis toujours auprès des plus vulnérables, et en particulier auprès des enfants et de leurs parents, lorsqu'ils rencontrent des difficultés éducatives. Certaines périodes fragilisent nos familles, la crise du Covid, des séparations, parfois des conflits. C'est pourquoi nous proposons aux familles de la communauté juive un conseil éducatif adapté. Chaque année, nous soutenons plus de 5000 enfants et leurs familles. Aidez Lozé à aider les familles en difficulté éducative. Association Osez. Don sécurisé, osez-france.org. Radio J. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Georges Fenech, pour son roman Hermine, sorti aux éditions Guitry et Daniel. Vous aimez le théâtre, Georges Fenech ? Oui, bien sûr. On vous emmène au théâtre tout de suite avec David Schwega. Au théâtre. Bonjour David. Bonjour Cyrielle et bonjour Georges Fenech. Bonjour. Lorsque j'ai pris connaissance du sujet de votre livre et de la manière dont vous aviez tourné votre histoire avec Hermine, décrite comme une manière de Scheherazade à conquérir par quelques sultans de Samarcande que s'imagine être votre narrateur, lorsque l'on sait la fin tragique aussi de cette très belle histoire, j'ai immédiatement pensé en écho lointain à ce grand chef-d'œuvre de Racine que remet en scène la Comédie Française après l'avoir créé en 1680, Bérénice. L'histoire, contée par la sublime plume de Jean Racine, d'une des plus célèbres séparations amoureuses de l'histoire, celle de la princesse orientale Bérénice avec l'empereur de Rome Titus, résumée par cette phrase latine de l'historien Suétone, souvent apprise sur les bancs de l'école: Titus le roi a renvoyé la reine Bérénice malgré lui et malgré elle. Alors évidemment, vous allez nous en dire plus, David, puisque la comédie nous donne l'occasion de revisiter ce grand classique. Eh bien, la Comédie Française nous donne effectivement l'occasion de le revisiter, donc ce grand classique que d'aucuns ont sans doute étudié au collège, par une
figure majeure du théâtre flamand, Guy Cassier, qui a choisi Racine pour sa deuxième mise en scène à la Comédie Française, après Dostoïevski, dont il a adapté Les Démons en salle Richelieu en 2022. Et je ne peux que recommander à tous ceux que les vers éblouissants de Jean Racine ont enchanté durant leur scolarité d'aller écouter Racine, dit par les sublimes Jérémy Lopez et Suliane Brahim sur les planches de l'historique théâtre de la place Colette. On ne peut manquer de se laisser prendre d'abord par cette intrigue de rien du tout, résumée en une phrase, comme je l'ai dit, par Suétone, mais qui narre un des conflits tragiques les plus célèbres de l'histoire, que mettra en scène Pierre Corneille la même année que Racine. Titus et Bérénice sont merveilleusement amoureux, mais le père de Titus n'est plus. Le trône de Rome attend Titus, mais la loi de la ville éternelle le contraint au sacrifice de son amour. L'empereur de Rome ne peut être uni à une souveraine étrangère. Titus a donc le choix, l'amour ou le trône. A-t-il même le choix? Le code d'honneur romain, empreint de ses valeurs intangibles, le contraint à renvoyer la souveraine vers ses lointaines terres orientales. Vous savez, Cyrielle, Racine en soi, par sa capacité à faire tragédie pendant 2 heures à partir de cet unique conflit, c'est déjà grandiose. Mais ce qu'il faut entendre dans la bouche de la toujours très juste et très délicate Suliane Brahim, c'est l'inimitable musique du vers racinien. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous, que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. Un mot sur la mise en scène, David. Oui, car cette pièce est représentée dans une forme des plus novatrices, signant l'alliance d'un grand classicisme dans le texte et d'une remarquable modernité visuelle. Reconnu pour sa maîtrise des technologies de l'image et leur imbrication dans les enjeux dramaturgiques, Guy Cassier imagine le lieu de l'intrigue, une antichambre où le temps semble suspendu en évolution permanente selon les étapes psychiques des personnages. En choisissant de faire interpréter Titus et Antiochus par un seul acteur, comme leurs confidents respectifs, il plonge la scène dans le désordre des perceptions. L'entièreté du plateau est rendue à une forme de fantasmagorie, en premier lieu celle de Bérénice, perdant tout emprise sur la réalité. On y gagne en nouveauté, on y perd sans doute aussi, à mon sens, en écoute de l'essentiel de l'œuvre. Un mot enfin sur les 2 acteurs, Jérémy Lopez et Suliane Brahim, assez impeccables, avec une mention spéciale à la seconde, qui est une de mes comédiennes préférées au français depuis une dizaine d'années. Alors en conclusion, je pense que c'est plutôt pas mal. Oui, je recommanderais à nos auditeurs de ne jamais hésiter à sortir, à les vérifier eux-mêmes, mais dire, à juger ma chronique sur pièce, mais à sortir surtout pour aller écouter au théâtre les vers des grands classiques. Même si les mises en scène contemporaines, il y aura bientôt le retour de la très controversée Bérénice de Castellucci au Théâtre de la Ville, sont parfois un obstacle à la sereine écoute du texte, ils n'en seront pas moins confrontés à ce grand texte dit sur les planches. Et un tel texte, même incertainement mis en scène, est toujours une expérience fascinante. Merci beaucoup, David. Je rappelle que Bérénice de Jean Racine est donc mise en scène par Guy Cassier. Cela se joue à la Comédie Française jusqu'au 11 mai. On va y aller, Georges Fenech. On va y aller, c'est sûr. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est les Little Madar. Le billet du jour. C'est l'heure de retrouver Samuel Madar, plus connu sous le nom de l'édito de Madar sur les réseaux sociaux. Bonjour Samuel. Bonjour Cyrielle. Aujourd'hui, vous nous parlez de la stature internationale d'Emmanuel Macron, ou plutôt de son effritement. Emmanuel Macron et ses positions sur les questions internationales, c'est une sacrée équation. À ce stade, ce n'est plus de la diplomatie, c'est une partie de poker. Mais sans carte, sans stratégie et surtout sans ligne rouge. La dernière en date, hier. Emmanuel Macron accueille en grande pompe à l'Élysée le nouveau président syrien. Un homme dont le CV tient plus du dossier d'instruction que du parcours diplomatique. Fondateur d'Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Preneur d'otages, promoteur de la charia, apôtre du califat, et j'en passe des pires et des meilleurs. Mais comme souvent avec Macron, un bon costume, une barbe un peu mieux taillée, une poignée de main et pouf, tout s'efface. Et le plus fou, c'est lui, Macron, qui avait été le premier chef d'État occidental à féliciter cet homme quand il a pris le pouvoir. Alors, question. Est-ce une vision stratégique de long terme ou un aveuglement dangereux qui fait de la République un paillasson pour djihadistes en costume ? Et ce n'est pas la première fois que le président sème le flou à l'international. Non, c'est même devenu sa marque de fabrique. En 2017, il jurait la fin de la complaisance avec le Qatar. Aujourd'hui, le Qatar est devenu un partenaire stratégique. Traduction, on encaisse les milliards et on ferme les yeux.
Mais on ferme les yeux sur quoi ? Sur le soft power islamiste, le financement d'associations troubles, l'influence des frères musulmans. Tout ça pourquoi ? Du gaz, un club de foot et une poignée de contrats juteux. En 2024, le Qatar a investi 10 milliards d'euros en France. Mais à quel prix ? La reconnaissance de la Palestine ? On ne sait pas. Ou plutôt, vaut-il mieux ne pas le savoir ? On se pose quand même une question, et l'Algérie dans tout ça ? L'Algérie, c'est la saga de l'incohérence. Main tendue, repentance, gestes symboliques. Macron a voulu tout leur donner, et puis d'un coup, il soutient le Maroc sur le Sahara occidental. Résultat, Alger explose, diplomatiquement, c'est Tchernobyl, rapatriement d'OQTF, agents français expulsés, l'écrivain Boualem Sansal emprisonné dans des conditions absolument ignobles, et j'en passe. La France est censée incarner l'équilibre, et aujourd'hui elle vacille. Macron tend la main avec des mots, puis tend la joue avec des actes. Alors qu'est-ce qu'on doit comprendre pour conclure, Samuel ? Justement, on comprend plus grand-chose, plus rien. La France parle tous les dialectes diplomatiques, sauf celui de la cohérence. Un jour, réel-politique, le lendemain, angélisme, un jour indignation, le lendemain, silence radio. On souffle le chaud et le froid, et on finit par passer pour tiède. Résultat, notre parole ne pèse plus rien, et c'est dangereux parce qu'un pays qui ne sait plus dire non devient un pays qu'on n'écoute plus. Attention, je ne dis pas que la diplomatie doit être binaire, mais il y a un moment où il faut choisir entre l'ambiguïté permanente et la dignité nationale. En d'autres termes, il est temps d'arrêter le en même temps. Merci beaucoup Samuel Madar. Évidemment, Georges Fenech, vous vous positionnez de façon très récurrente sur la chaîne CNews sur ces sujets-là. Je sais que c'était encore le cas aujourd'hui dans l'édition de Sonia Mabrouk. Vous qui avez été président de la commission d'enquête sur les attentats de novembre 2015, forcément je suis tentée de vous demander ce que vous pensez de cette poignée de main et de la posture d'Emmanuel Macron. Alors, je vais vous faire la même réponse que j'ai faite tout à l'heure sur le plateau de Sonia Mabrouk qui m'a posé la même question. Et je lui ai répondu la chose suivante. Il y a à peu près 10 ans, bientôt, je présidais la commission d'enquête sur les attentats de Paris, c'est-à-dire janvier et novembre. Et j'auditionnais les victimes, les familles des victimes à l'Assemblée nationale. J'ai fait une reconstitution au Bataclan. Le seul d'ailleurs, la justice ne l'a pas faite. J'ai vu ces drames de très près. Vous m'auriez dit, à ce moment-là, dans 10 ans, à peu près, le chef de l'État français recevra le fondateur d'Al-Nosra, vous vous rendez compte ? Celui qui avait fait un parti de bout de chemin avec Al-Baghdadi, le fondateur de l'État islamique, Raqqa, Mossoul, avec toutes les exactions, et ceux qui ont organisé les attentats, et commandité et exporté ces commandos qui sont arrivés chez nous, voyez-vous ? Vous m'auriez dit cela, je vous aurais envoyé balader. Je n'y aurais jamais pu le croire. Et ça s'est produit. Voilà. La réelle politique, je sais ce que c'est. J'ai été parlementaire, je sais ce que c'est que la réelle politique. Vous devez discuter avec les autres pays, vous devez discuter avec la Chine. Mais là, ça relève, comme disait le chroniqueur à l'instant, pardon, j'ai oublié votre nom. Samuel Madar. Samuel, pardon. Ça relève des dossiers d'instruction. Et d'ailleurs, s'il prenait l'idée aux associations Life for Paris, 13-11-15, d'aller déposer une plainte à caution de partie civile devant un juge d'instruction contre cette personne, il y a de fortes chances que la caution de partie civile soit recevable. Donc, on n'est plus sur le même registre, voyez-vous. Et donc, je suis extrêmement troublé et choqué par cette visite et la manière dont il a été reçu à l'Élysée. Georges Fenech, aujourd'hui est un jour spécial. Nous sommes le 8 mai, jour de victoire lors de la Seconde Guerre mondiale, capitulation allemande que l'on peut peut-être aujourd'hui transposer au mal de quelques décennies qu'est l'islamisme. Il y a de cela quelques jours, je recevais Arié Bensemoun, directeur exécutif d'Elnet France, je le sais bien, à l'initiative d'Agir Ensemble, un rassemblement qui a eu lieu il y a quelques semaines, le 26 mars dernier au Dôme de Paris, intitulé « Pour la République, la France contre l'islamisme » et qui a réuni 4000 personnes, en présence de plusieurs ministres, notamment Bruno Retailleau, qui a fustigé le poison de l'islamisme. Pensez-vous, et c'est une question extrêmement politique, qu'aujourd'hui la bonne sensibilité pour les Juifs de France et les Français en général est de se positionner pour la droite et pour qui en 2027 ? Là, vous me demandez donc un avis sur
qui pourrait porter cette lutte, en réalité, contre l'islamisme, qui est vraiment le poison dans notre société aujourd'hui. Il faut bien voir les infiltrations qu'il y a, ce soft power dont vous parlez, partout. Et ça se traduit dans les urnes. Vous avez vu les élections au premier tour des députés LFI dans certaines villes. Alors, qui est porteur de ce combat? Mais il y a plusieurs personnalités. Je pense qu'un Retailleau, il n'y a aucun doute qu'il en a fait sa colonne vertébrale et sa ligne directrice. Je sais aussi que Laurent Wauquiez est sur cette même ligne. À droite, Éric Ciotti, je peux tous les citer. Sarah Knafo, je peux tous les citer. Après, chacun incarne à sa façon ce que devrait être l'avenir de la France, voyez-vous, à part sa personnalité. Mais toute la droite, toutes les droites, elles luttent contre ce poison, voyez-vous. Contrairement, malheureusement, et ça je le déplore, à la gauche française, qui se déshonore en ne votant pas pour la libération de Boualem Sansal. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, accepter. C'est une merveilleuse passerelle, Georges Fenech. Vous avez présidé la commission d'enquête, et vous allez voir où je veux en venir, parlementaire, sur l'influence des sectes sur les mineurs, puis la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires Miviludes. L'occasion de vous demander si vous voyez un lien avec Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, qui fait l'objet d'une enquête aujourd'hui récente dans un livre intitulé La Meute. Oui, alors j'ai vu ce livre, effectivement, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai entendu les journalistes s'exprimer. Ça me rappelle effectivement les dérives que j'ai combattues longtemps à la tête de la mission interministérielle, l'emprise sectaire. Vous avez à la tête d'un mouvement un chef incontestable et incontesté. Celui qui a une parole, la moindre dissidence, doit quitter le groupe. Ça, c'est une organisation totalitaire au sein d'un mouvement qu'on retrouve au Mandat Rome, à l'Église de Scientologie et dans tous les mouvements sectaires. Il ne peut pas y avoir de contestation possible. Et il y a une violence verbale et quelquefois physique, même dans ces mouvements. Et quand j'ai entendu ce qui se faisait sur les boucles Telegram, les menaces, les purges, etc., j'ai dit, on y est, quoi. On a un gourou qui a autour de lui... Je suis désolé de parler comme ça d'un homme politique français qui a été un grand politique, mais qui a complètement dérivé, quoi. Ça me désole beaucoup, ne croyez pas que je m'en réjouisse, mais je constate effectivement des parallèles évidents entre un mouvement qui est guidé par un guide qui ne peut pas être contesté et ce qu'on assiste aujourd'hui avec LFI. Est-ce que ce mouvement, pour le coup, est arrêtable? La seule manière d'arrêter un mouvement de ce type, c'est les urnes, la démocratie. J'ai jamais pu, par exemple, interdire une secte en France. On ne peut pas. Il y a tellement, si vous voulez, de liberté fondamentale, d'association, de conscience, tout ce que vous voudrez, que vous ne pouvez pas. Sauf, évidemment, si ce mouvement ne respecte pas l'ordre public et la loi. Mais à partir du moment où vous restez dans les clous de la loi, vous pouvez effectivement avancer. La seule manière de les arrêter, c'est la conviction et puis le scrutin, quoi. Voilà. Tout de suite, c'est l'introspection. L'introspection. Georges Fenech, Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » 3 phrases pour avoir un sentiment de votre part, une pensée ou au mieux une anecdote. La première, est-ce que vous pensez que nous avons raison d'avoir raison trop tôt, tort d'avoir raison trop tôt? C'est Edgar Faure, je crois, qui avait dit ça. C'est un très grand tort d'avoir raison trop tôt et d'avoir raison contre tout le monde. Moi, j'en ai fait les frais dans ma carrière, je peux vous dire. J'étais l'un des premiers avec mon ami Gilles-William Golnadel. On avait créé ensemble Droit à la sécurité. On tirait la sonnette d'alarme il y a plus de 30 ans. On a été ostracisés, traités d'extrême droite, tout ce que vous voudrez. Parce qu'on était un peu en avance. On avait compris ce qui allait se passer quand on a vu comment la justice s'était mise en place après l'alternance de 81. Le savoir, c'est le pouvoir. Oui, c'est vrai que l'information, celui qui détient l'information détient une forme de pouvoir incontestable, bien sûr. Pour terminer, et peut-être pour nos auditeurs de Radio J, qui veut la paix prépare la guerre. Oui, je pense qu'effectivement, il faut être fort pour pouvoir discuter avec ceux qui pourraient vous menacer. Et je crois qu'on a beaucoup trop négligé cette question en France. On a pris beaucoup de retard, voyez-vous. Et je ne crois pas que ce qui est annoncé aujourd'hui avec une fantasmagorique défense européenne, ce soit la bonne solution. Moi, je reste sur la vision gaullienne, c'est-à-dire la France doit être capable de se défendre seule.
D'ailleurs, sa force nucléaire aujourd'hui nous est très enviée par les autres pays européens. Et pour Israël ? Pour Israël a besoin de notre aide. Israël est entouré. Israël est très isolé géographiquement. Et si nous ne soutenons pas Israël, on peut craindre le pire. Et je crois que vous parliez des zigzags de la politique d'Emmanuel Macron. Moi, j'étais très choqué de voir ces tergiversations, jusqu'à même traiter le gouvernement d'Israël, enfin l'action actuellement, de barbare. C'est-à-dire le mettre sur le même pied d'égalité que le Hamas. Donc là, je suis inquiet parce qu'Israël forte, Israël combattante, mais Israël seul ne peut pas résister face à tout ce qui l'entoure. Alors c'est quoi la solution, Georges Fenech ? La solution, c'est que nous ne nous trompions pas d'ennemis. C'est tout. Merci beaucoup, Georges Fenech. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours, à la fin de cette émission, nous débriefons ces minutes passées ensemble. Et c'est donc votre portrait dans le regard de Christian Richeux. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle. Bonjour Georges. Bonjour. Alors on va essayer de laisser tomber la robe et de laisser place à une plume qui va se déposer et se promener. Vous nous avez donné 3 mots, combattant, libre et amour. Alors ça me fait penser un petit peu au triptyque de Freud, qui disait que notre structure psychique est faite par le ça, le moi et le surmoi. Alors je vais utiliser une métaphore. J'aime à dire que dans notre tête, notre structure psychique, c'est une cour, dans un palais de justice. Il y a un avocat, un procureur et un juge. Alors je vais d'abord parler de votre procureur. Ce procureur qui a été arraché de sa terre natale, violemment, brutalement, à l'âge de 8 ans, et qui est arrivé en France, un petit peu perdu ses racines, ses repères, et puis qui a eu besoin peut-être de justice et d'ordre, face à ce désordre et face à ce chaos que vous avez dû vivre intérieurement et avec vos proches. Et donc, ce besoin de protéger, ce besoin d'encadrer le rôle d'un procureur, ce goût pour l'ordre, ce goût pour le devoir, la transmission, pour l'engagement, pour l'autorité, fixer des règles. Et comme vous avez été un bon élève, respectez les règles. Et c'est violent lorsqu'on ne les respecte pas. Alors votre procureur s'est construit avec des règles bien strictes. Et puis il y a le juge. Votre procureur, comme vous l'avez dit, je l'associe à votre mot combattant. Et puis il y a le juge qui se dit libre, avec cette rigueur judiciaire, ce respect de la loi, cette personnalité structurante, calme, posée, que vous incarnez. Comprendre, encadrer et remettre de l'ordre dans le désordre. Et puis avec ce livre, c'est votre avocat qui s'exprime. Cet avocat qui dit, qui est à la fois rassurant, qui est à la fois posé, calme, qui pour une femme est à l'écoute, empathique, bienveillant. Et puis on a ce juge, donc du coup, qui est passé vers l'avocat, ce juge qui, après les faits, est passé aux affects. On a eu un changement de juridiction. On est passé du code pénal au cœur personnel. Un juge qui se laisse instruire par le trouble amoureux. Et pour quelle peine ? Un juge qui a rendu la justice et qui maintenant, en amour, a rendu les armes. Et puis un juge qui a tronqué le marteau pour la plume. Cette plume que l'on retrouve encore une fois. Et c'est l'émotion qui délibère. Alors on a un juge qui est tombé amoureux, et c'est une histoire classée, maintenant dans les littératures. Et cet avocat, il nous parle de sa douleur, il nous parle de ses sentiments, il s'ouvre à nous, il nous parle de son histoire, de son partage, de cet instant qui vous avait été volé, de cette histoire interrompue. C'est un hommage, c'est un besoin de lui parler, un besoin de raconter votre histoire et de poursuivre ce dialogue avec ce côté mystique à cette princesse un peu rock'n'roll qui aime la vie. Alors à travers ce portrait et à travers ce livre, vous nous montrez que derrière chaque homme, qu'il soit un juge, qu'il soit un officiel, qu'il soit un député, qu'il soit en costume, il y a un cœur avec de la douleur, avec de l'amour, avec de la tendresse, et avec ce livre, de l'émotion. L'émotion sur votre histoire, vos racines,
vos sentiments. Quelqu'un qui s'ouvre, et c'est peut-être l'une des plus belles plaidoiries. Je reste sans voix. Merci. Je ne peux pas vous dire autre chose que merci. Parce que vous êtes allé, vous m'avez touché en plein cœur. Et vous avez tout compris. Et j'ajoute que ce que je suis en train de faire, sans doute, c'est parce que je suis dans le dernier quart de mon existence. Et quand on se rapproche de cette échéance, on revient à l'essentiel. Qu'est-ce que nous sommes? Qui nous sommes? Et vous faites tomber l'armure, vous fendez l'armure à ce moment-là. Et vous le faites pour ceux que vous aimez, pour rendre hommage à cette personnalité sublime qui vivait dans le ciel. Elle était merveilleuse, elle était exceptionnelle. Elle rentrerait, elle rayonnerait. Vous voyez, c'est en même temps la faire revivre, on en parle. Je suis très heureux. La première à qui j'ai offert ce livre, c'est Allegra, sa fille, bien entendu. Et je vais vous dire, on en revient à l'essentiel. Qui nous sommes, où nous allons, et est-ce qu'il existe quelque chose, effectivement. Moi, j'en suis convaincu aujourd'hui. Elle est là, elle est présente. Voyez-vous? Et je pense qu'il faut garder espoir dans cette vie après ce que nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup, Georges Fenech. Découvrez ce livre, Hermine, de Georges Fenech, sorti aux éditions Guitry et Daniel. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Christian Richomme, pour ce très joli portrait. On va écouter un titre que vous aimez beaucoup, J'ai quitté mon pays, d'Enrico Macias, évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Georges Fenech, aujourd'hui. Merci à la réalisation audio et vidéo cette semaine, Benjamin Arnaud, Alan Lucas et puis Ethan Anoukayev. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Rose pour l'aide à la préparation de cette émission et Raphaël. On se donne rendez-vous lundi dès 15h avec Nathania Sion pour son ouvrage L'enfant oublié aux éditions Hugo Publishing. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à mes chroniqueurs évidemment aujourd'hui, Samuel Madar et puis David Schweger et bien sûr Christian Richomme. La suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati, c'est dans un instant et puis ce sera évidemment le journal. Belle journée sur Radio J.